chez une dame de... De compagnie. de condition. Ah, condition. C'est Madame de Vercellis. J'ai trouvé une place, non pas comme favori, mais comme... Comme laquais. J'y passais plusieurs mois et j'en sortis à peu près comme j'y étais entré. Puis je retournais chez mon ancienne hôtesse où je restais 5 à 6 semaines. La santé, l'oisiveté, la jeunesse me rendaient mon tempérament importun. J'étais inquiet, distrait, rêveur, je pleurais, je soupirais, je désirais. Cet état ne peut se décrire. Mon sang allumé remplissait incessamment mon cerveau de filles et de femmes et ces idées de mes sens dans une activité forte, incommode. Ce n'était plus le temps où les jeux de l'enfance allaient là comme par eux-mêmes. La honte était venue avec les années. Elle avait accru ma timidité naturelle. Ne pouvant contenter mes désirs, je les attisais par les plus extravagantes manœuvres. J'allais chercher des allées sombres, des endroits cachés, où je pus m'exposer aux filles, dans l'état où j'aurais voulu être près d'elles. Ce qu'elle voyait, ce n'était pas l'objet obscène. Non, je n'y songeais même pas. C'était l'objet ridicule. Le seul plaisir que j'avais de l'étaler à leurs yeux ne peut se décrire. Un jour, j'allais m'établir au fond d'une cour dans laquelle était un puits où les filles de la maison venaient souvent chercher de l'eau. Il y avait une petite descente qui menait à des caves par plusieurs communications. Je sondais dans l'obscurité ces allées souterraines et les trouvant profondes et obscures, je jugeais que si j'étais vu et surpris, je trouverais là un refuge assuré. Dans cette confiance, j'offrais aux filles qui venaient au puits un spectacle plus risible que séducteur. Les plus sages finirent de ne rien voir. D'autres se mirent à rire. D'autres se crurent insultés et furent du bruit. Je me sauvai dans ma retraite. J'y fus suivi. J'entendis une voix d'homme sur laquelle je n'avais pas compté. Les bruits, les voix, la voix d'homme me suivait toujours. J'avais compté sur l'obscurité, je vis de la lumière. Un mur m'arrêta, et ne pouvant aller plus loin, il me fallut attendre là ma destinée. En un moment, je fus atteint et saisi par un grand homme portant une grande moustache, un grand chapeau, un grand sabre, escorté de 4 ou 5 vieilles femmes, armées chacune d'un manche à balai. L'homme au sabre, me prenant par le bras, me demanda rudement ce que je faisais là. On reçoit que ma réponse n'était pas prête. Je me remis cependant, je lui dis, en le suppliant d'avoir pitié de mon âge et de mon état, que j'étais un jeune étranger de grande naissance, dont le cerveau s'était dérangé, que je m'étais échappé de la maison paternelle lorsqu'on voulait m'enfermer, mais que si vous voulez bien me laisser aller, je pourrais, peut-être en quelques jours, reconnaître cette grâce. Contre toute attente, mon air et mon discours firent effet. Et après, une réprimande assez courte, il me laissa aller, sans me questionner davantage. À l'air dont les vieilles me virent partir, je jugeais qu'avec elles je n'en aurais pas été quitte à ce bon marché. Mais je ne m'en souciais guère, car pourvu que l'homme et le sabre ne s'en ménacent point, j'étais bien sûr, leste et vigoureux comme j'étais, de mener parasiter un peu d'elle et de leur tricot. Quelques jours plus tard, en passant dans une rue avec un camarade, j'allais donner du nez contre l'homme au sabre. Il me reconnut et me contrefaisant d'un ton railleur. Je suis presse! Je suis presse! Oui, et moi je suis un couillon, hein? Mais que sa majesté n'y revienne pas! Il n'ajouta rien de plus. Je m'esquivai en baissant la tête, le remerciant dans mon cœur de sa discrétion. Je songeais à quitter Turin pour retourner à Annecy.